Deux femmes de la royauté britannique ont eu le cœur brisé par le même type de trahison. L'une s'appelait Alexandra de Danemark, l'autre Diana Spencer. Toutes deux furent des épouses fidèles, des princesses dévouées, des reines, ou presque, qui partagèrent leur lit avec la douleur et le silence. Et toutes deux furent trahies par des hommes qui aimaient d'autres femmes. Et ces autres femmes ont bien plus en commun qu'on ne pourrait le croire. La première fut la maîtresse officielle du roi Édouard VII, qui entretenait une liaison au grand jour, tandis que son épouse Alexandra subissait les humiliations publiques au nom de la stabilité de la couronne. La seconde était Camilla Parker Bowles, maîtresse du prince Charles, devenu plus tard le roi Charles III, avec elle à ses côtés comme reine. Il n'a jamais caché où résidait son véritable amour, même lorsque Diana pleurait seule dans les couloirs du palais. Et ce qui est le plus troublant, Camilla est l'arrière-petite-fille de l'autre. La souffrance d'Alexandra et de Diana n'était pas seulement similaire, elles provenaient de la même lignée de sang, comme si le destin avait choisi de répéter la douleur sous des noms différents. Mes chers, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous racontons une nouvelle histoire fascinante de la monarchie britannique, une monarchie qui ne cesse de nous surprendre. Et si cette vidéo vous plaît déjà, si vous aimez les récits de vieux monarques et que vous êtes arrivé ici par hasard, ne partez pas. Cette chaîne est faite pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir Alice Keppel, la maîtresse qui ne s'est pas contentée de séduire un roi, mais qui a aussi engendré un héritage de scandales, de pouvoirs et d'amours interdits, qui résonnent encore aujourd'hui au sein de la monarchie britannique. Alice Frederica Edmonstone est née le 29 avril 1868 dans un décor digne d'un roman ancien, le château de Dundrun, en Écosse, une impressionnante demeure ancestrale occupée par sa famille depuis l'an 425 grâce à une concession du roi Robert III. Fille du vice-amiral Sir William Edmonstone et de Mary Elizabeth Parsons, Alice était la benjamine de 11 enfants, dont seulement 9 survécurent à l'enfance. Sa famille appartenait à une ancienne lignée aristocratique, dont les racines remontaient au XIIIe et XIVe siècle, liées aux cours royales d'Écosse et d'Angleterre. Son grand-père maternel avait même été gouverneur des îles Ioniennes, preuve du prestige qui coulait dans ses veines. Cependant, malgré ce sang noble, les Edmonstone faisaient mal face à des difficultés financières, un contraste permanent entre le poids de l'histoire et les exigences du présent. Sir William, son père, était vice-amiral de la marine britannique et homme politique conservateur. Mais la fortune familiale ne reflétait pas leur rang social. Ils vivaient entre Édimbourg, Dundrun et une résidence annuelle à Belgravia, à Londres, mais avec des limitations que l'aristocratie traditionnelle n'admettait jamais en public. Dès son plus jeune âge, Alice montra qu'elle était différente des autres filles de son rang. Elle rejetait les leçons formelles, préférait jouer à l'extérieur, engager la conversation avec les domestiques et les palefreniers, et adoptait des manières jugées masculines. Ses sœurs la considéraient comme bruyante, obstinée et rebelle, une enfant déterminée à imposer sa volonté. Malgré cela, elle fascinait son père avec une aisance presque hypnotique. Lors de ces rares moments de mélancolie, il trouvait du réconfort dans la présence de sa fille préférée, qui parvenait à contourner les règles strictes de l'époque, jouissant ainsi d'une liberté que ses sœurs n'avaient pas. Alice grandit en défiant les conventions. Elle fumait des cigarettes, s'intéressait à la politique et possédait une intelligence vive et pragmatique que peu attendaient d'une jeune aristocrate victorienne. Son surnom affectueux était Freddy, en référence à son deuxième prénom, Frederica, mais aussi un reflet de son esprit fort et peu féminin. En 1886, à l'âge de 18 ans, Alice fut présentée à la haute société, entrant officiellement dans le cercle social de l'élite londonienne. Sa beauté était saisissante, des yeux bleus perçants, des cheveux châtains brillants, une silhouette élancée
et une posture assurée faisaient d'elle l'hôtesse la plus convoitée. Elle acquit rapidement une réputation de femme intelligente, spirituelle, avec une pointe d'ironie et une grande ambition. Mais pour Alice, la beauté n'était qu'un point de départ. Derrière le sourire et le charme se cachait une jeune stratège bien décidée à utiliser son magnétisme pour s'élever socialement, quitte à défier les règles et les usages de son époque. Elle n'était pas riche, mais savait naviguer dans les cercles des riches. Issue d'une famille fière de ses origines royales écossaises, la jeune Keppel refusait de jouer un rôle secondaire. Lorsqu'elle fut présentée à la société en 1886, elle fit sensation, cheveux châtains, yeux bleus, taille fine et poitrine généreuse, mais surtout un esprit vif et une langue acérée. À 23 ans, après avoir repoussé plusieurs prétendants, Alice épousa l'honorable George Keppel, fils du 7e comte d'Albemarle. Un nom noble, mais sans grande fortune. Ce mariage était avant tout un investissement social, elle gagnait en statut, et lui, une femme à l'ambition et à l'éclat suffisant pour les deux. George quitta l'armée et tenta sa chance dans les affaires, sans grand succès. Mais protégé par son nom de famille, il resta une figure respectée. Ils eurent 2 filles, Violette en 1894 et Sonia en 1900. Cette dernière deviendrait la grand-mère de Camilla Parker Bowles, future reine consort du Royaume-Uni. Mais même avant la naissance de Violette, des rumeurs entouraient déjà Alice. On disait qu'elle avait une liaison avec Ernest Beckett, un veuf influent et coureur de jupons, et que celui-ci pouvait être le véritable père de l'enfant. Plus tard, des rumeurs encore plus osées virent le jour. Que le roi Édouard VII, futur roi, serait le père biologique de sa fille aînée. Une rumeur impossible, car ils ne s'étaient même pas encore rencontrés à cette époque. Mais ces scandales ne la fragilisaient même pas. Au contraire, ils renforçaient son magnétisme social. Alice savait comment jouer sur l'échiquier social. Elle était drôle, élégante, ingénieuse et irrésistiblement astucieuse. Elle ne cachait pas son goût pour les hommes influents. Ses liaisons extra-conjugales faisaient jaser dans les salons de Londres, toujours mêlées d'admiration et d'envie. Ce n'était pas seulement le désir, Alice aimait le pouvoir. Et avec lui venait tout ce dont elle rêvait. Le statut, les bijoux, les robes parisiennes, les invitations aux meilleurs salons, et surtout, l'influence. Alice savait que George Keppel, son mari, ne pourrait jamais lui offrir tout cela. Mais elle savait aussi qu'il ne serait pas un obstacle. George était indulgent. Il avait même dit un jour « Peu m'importe ce que tu fais, tant qu'à la fin de la journée, tu reviens vers moi. » C'est avec cet accord tacite que Alice prépara son coup le plus audacieux, séduire l'homme le plus puissant de l'Empire britannique. La stratégie fut méticuleuse. Ils déménagèrent dans le sophistiqué quartier de Portman Square, voisin des ducs de York, et tout près de la résidence londonienne du prince. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Alice attire l'attention au dîner, aux courses hippiques et aux fêtes, où son élégance et son charme étaient soigneusement calculés. Édouard, connu parmi ses intimes sous le nom de Bertie, avait 56 ans, n'était plus en forme et souffrait des excès de plusieurs décennies. Alice, elle, avait 29 ans. Pour lui, elle était comme une bouffée d'air frais, d'intelligence et de sensualité contenue. Elle n'était pas sa première maîtresse, et elle était loin d'être la seule. Édouard était réputé pour son appétit insatiable, pour les femmes, les vins fins et les plaisirs sans limite. Mais il y avait quelque chose chez Alice qui la distinguait de toutes les autres. Elle ne mendiait pas d'attention. Elle offrait de la légèreté. Elle savait être agréable sans s'humilier, intelligente sans paraître arrogante, et surtout, discrète. Le prince était marié depuis 1863 à Alexandra de Danemark, une femme connue pour sa beauté sereine et sa bonté presque résignée. Pendant des décennies,
Alexandra supporta en silence les scandales amoureux de son mari. Elle avait déjà affronté des noms comme Lily Langtry et Daisy Greville, mais rien ne la prépara à Alice Keppel. Alice n'était pas simplement une maîtresse, elle était une présence constante, la conseillère informelle, la femme que le roi demandait à voir dans ses moments de maladie, d'ennui, de tourment. En peu de temps, elle devint pratiquement inséparable de la vie privée du prince, même avec Alexandra toujours à ses côtés. Alexandra, sans alternative, accepta Alice au palais même, où elle était traitée comme une invitée fréquente. L'humiliation était publique, mais Alexandra, qui avait toujours mis la couronne avant le cœur, choisit une fois de plus le silence. Alice, pour sa part, joua son rôle avec maîtrise. Elle ne provoqua jamais de scandale. Elle ne tenta jamais de rivaliser avec l'épouse. Elle savait quelle était sa place et sut l'élargir avec talent. Sa présence aidait à calmer les accès de colère du prince, ses excès, ses impulsions autodestructrices. Elle ne l'aimait pas seulement, elle le contrôlait. Et ce faisant, elle gagna en pouvoir. Elle commença à influencer les conversations politiques, à rapprocher des figures de l'élite, à recommander des alliés, à protéger des amis, et bien sûr, à se protéger elle-même. Alice devint ainsi la maîtresse officielle de l'héritier du trône britannique, et le faisait avec une élégance que le monde, aussi hypocrite soit-il, ne pouvait s'empêcher d'admirer. Après l'accession d'Édouard au trône en 1901, la discrétion de Keppel devint un atout inestimable, la consolidant comme l'intermédiaire idéal entre le roi et ses ministres. Dotée d'une habileté singulière pour présenter les affaires de manière à capter son attention, elle réussissait à faire écouter le roi, même en cas de désaccord. Le vice-roi des Indes déclara un jour « Il y eut des occasions où le roi n'était pas d'accord avec le ministère des Affaires étrangères, mais à travers elle, j'ai réussi à le conseiller d'accepter la politique étrangère du gouvernement. » Mais derrière les sourires, le drame continuait. Alexandra voyait son mariage s'effondrer lentement aux yeux du monde. Au fil des ans, Alice cessa d'être simplement l'autre femme, pour devenir presque partie intégrante de la famille royale britannique. Presque. Mais ce presque lui coûterait cher. Édouard VII, ou comme Alice et ses filles l'appelaient affectueusement Bertie ou simplement Kings, devint une figure habituelle dans leur maison. Il n'était pas rare de le voir là, assis parmi les filles, jouant avec Sonia, la cadette, pariant laquelle, d'une tranche de pain, au beurre glisserait le plus vite sur ses jambes. Pour elle, le roi du Royaume-Uni était un oncle charismatique et amusant. Pour Alice, il était tout. La relation entre eux a toujours été entourée de mystères et de murmures. Certains juraient que Sonia, née en 1900, était la fille de Bertie. Mais la vérité, personne ne le sait avec certitude. Beaucoup disaient que le roi, déjà affaibli, n'avait même plus la force d'entretenir une relation physique. Mais Alice allait bien au-delà de cela. Elle était plus qu'un corps désiré. Une intelligence brillante, une présence constante, le seul antidote aux accès de mauvaise humeur et à la solitude du roi. Elle le comprenait. Elle savait qu'il aimait écouter plutôt que parler. C'est pourquoi elle restait toujours informée, des potins les plus récents aux affaires politiques les plus sérieuses. Pendant que la reine Alexandra s'éloignait, isolée par sa surdité et sa froideur émotionnelle, Alice occupait l'espace que la monarque avait laissé vide. Elle devint confidente, conseillère, amie, la femme qui savait quoi dire et quand se taire. Mais même l'amour, ou ce qui les unissait, ne résista pas autant. Au printemps de 1910, lors d'un voyage dans le sud de la France, le roi tomba gravement malade. Alice, désespérée, écrivit à un ami « Le rhume du roi est si fort qu'il ne peut pas dîner avec nous. Je suis vraiment inquiète. » Elle appela d'urgence une infirmière. La perspective qu'il meure là-bas, loin de chez lui, avec seulement sa maîtresse à ses côtés, la terrifiait. Mais Bertie revint, vivant, mais déjà vaincu. Il continuait ses excès, fumait, mangeait trop.
Et Alice essayait en vain de le convaincre de prendre soin de lui. Elle n'était pas une femme à imposer des limites. Elle était indulgente, accueillante. Le roi dévorait sa nourriture sans mâcher, disaient les domestiques, et les bruits à table résonnèrent dans les couloirs du palais. Une image triste pour un monarque en déclin. La reine, elle était loin, en croisière en Méditerranée avec sa fille, ignorant ou feignant d'ignorer la gravité de la situation. Quand elle revint à Londres, appelée en urgence, il était déjà trop tard. Dans les derniers jours de sa vie, Édouard convoqua son banquier de confiance. Il demanda de l'argent, 10 000 livres en espèces, un dernier cadeau pour Madame Georges, comme il appelait Alice. Et il dicta une lettre. Il voulait la voir une dernière fois, la remercier pour tout, prendre congé. Avec cette lettre en main, Alice se rendit au palais, mais son entrée provoqua un tremblement silencieux. Alexandra la vit et la renvoya, froide, rigide. Mais Alice, ferme, remit la lettre. C'était un souhait du roi. Et la reine céda. Le moment est raconté différemment, selon les témoins. Alice disait que le roi, au seuil de la mort, demanda à la reine de l'embrasser au nom de l'amitié, et qu'Alexandra promit de veiller sur elle. Mais d'autres sources, moins bienveillantes, affirment que les deux femmes se contentèrent d'une poignée de main glaciale et que la reine se détourna vers la fenêtre, ignorant complètement sa rivale. Quoi qu'il en soit, quand le roi mourut, Alice s'effondra. Elle criait, pleurait, disait que jamais il n'y eut de mal entre eux. Une phrase que beaucoup interprétèrent comme une confession ou un déni, peut-être les deux. Le 6 mai 1910, le roi s'éteignit. Et avec lui, mourut aussi le monde où Alice Keppel avait un rôle. Elle perdit l'amant, l'ami, le roi. Mais plus encore, elle perdit sa place. La femme qui savait réconforter le monarque, qui savait quand parler et quand se taire, fut arrachée à cette scène comme une erreur à cacher sous le tapis. Mais ni le temps, ni les murmures de la cour ne purent effacer l'empreinte qu'elle laissa. Parce qu'Alice Keppel fut, oui, la maîtresse d'un roi. Mais elle fut surtout une femme qui sut occuper un espace de pouvoir, même s'il était interdit. Après la mort d'Édouard VII, le monde d'Alice Keppel s'effondra. En un instant, elle cessa d'être la femme la plus proche du roi du Royaume-Uni pour devenir une ombre. Personne ne voulait parler d'elle. Personne ne voulait la voir. La monarchie exigeait silence, apparence, ordre, et Alice restait un rappel gênant de tout ce que la cour voulait enterrer. Mais elle n'était pas du genre à s'éteindre facilement. Avec discrétion et intelligence, Alice Keppel se retira de la vie publique. Elle ne sombra pas dans le déshonneur, au contraire, elle sut utiliser le temps et l'argent que le roi lui avait laissé pour investir dans ce qu'elle chérissait le plus, sa famille. En novembre 1910, quelques mois seulement après la mort d'Édouard VII, elle et les siens quittèrent la Grande-Bretagne. Officiellement, c'était pour l'éducation de ses filles. En pratique, Alice avait été arrachée au centre du pouvoir avec la mort de son amant royal. Sans Bertie, il n'y avait plus de place pour elle dans la machinerie monarchique. La famille passa 2 ans à voyager à travers l'Asie du Sud-Est et le Sri Lanka dans une tentative de recommencer, géographiquement et émotionnellement. Mais le passé, intime et turbulent, la suivait partout où elle allait. Et le présent apportait aussi ses défis et de nouveaux scandales. Seulement cette fois, ce n'était plus Alice qui faisait la une des journaux. Sa fille, Violette Tréfusis, commençait à tracer sa propre voie, aussi provocante que celle de sa mère. Écrivaine talentueuse, elle se fit connaître pour ses passions intenses, notamment pour sa relation avec Vita Sackville-West, aristocrate, écrivaine et elle aussi mariée. La relation entre Violette et Vita fut orageuse, trop publique et émotionnellement destructrice. Alice s'y opposa fermement, pas tant à cause de l'orientation sexuelle de sa fille, mais parce qu'elle craignait que l'exposition trop ouverte de cette romance ne nuise à la réputation et à la position sociale de la jeune femme. Dans l'esprit d'Alice, il existait une règle tacite dans le monde de l'aristocratie. Certaines choses pouvaient arriver, à condition qu'elles restent discrètes.
Des années plus tard, Violette s'impliqua avec Winaretta Singer, héritière de la fortune des machines à coudre Singer. Et cette fois, Alice ne protesta pas. La nouvelle maîtresse était riche, puissante, réservée, et la relation semblait bien plus stable. Pour Alice, ce fut un soulagement. Enfin, Violette trouvait l'amour dans un cadre avec moins de drame et plus de protection. Pendant la Première Guerre mondiale, Alice chercha un nouveau rôle. Elle aida son amie Lady Sarah Wilson à gérer un hôpital pour soldats des blessés à Boulogne. De l'animation des palais, elle passa aux soins des blessés, restant utile, bien que loin des projecteurs. En 1925, Alice et son mari George achetèrent une nouvelle demeure, l'imposante Villa dell'Ombrellino, à Belloguardo, la colline romantique de Florence. Un palais chargé d'histoire, ayant déjà abrité Galilée et d'autres grands noms. Alice réaménagea les jardins avec des sentiers entrelacés, baptisant cet espace le « Jardin Union Jack ». Là, elle reconstruisit sa vie en tant que dame de la haute société européenne, recevant rois et reines exilés, aristocrates et même Winston Churchill. Ses dîners étaient élégants et discrets, reflet d'une femme qui savait se réinventer. En 1936, apprenant l'abdication du roi Édouard VIII, Alice, dînant à l'hôtel Ritz, aurait dit « Les choses se faisaient bien mieux de mon temps ». Une phrase simple, mais chargée de nostalgie et de mélancolie, provenant de celle qui avait connu le pouvoir de près et su le dompter avec charme et intelligence. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Keppel revinrent temporairement au Royaume-Uni, mais en 1946, ils retournèrent en Italie. Le 11 septembre 1947, Alice Keppel décéda dans sa maison, victime d'une cirrhose du foie à 79 ans. Et même dans cette tombe tranquille, le destin lui réservait un dernier coup de théâtre. Des décennies plus tard, son arrière-petite-fille, Camilla Rosemary Shand, fille de sa petite-fille Sonia, conquérait le cœur et épouserait nul autre que le prince Charles, aujourd'hui roi Charles III. Oui, la femme qui un jour fut chassée du lit d'un roi sous des cris pour être l'autre, laissa une descendance destinée à s'asseoir sur le trône britannique. Ce qui fut scandale devint lignage. Ce qui fut interdit devint histoire. Et ce qui se murmurait autrefois dans les salons de la cour est aujourd'hui inscrit dans les livres officiels. Camilla, connue pour son esprit vif, aurait dit à Charles le jour de leur rencontre « Savais-tu que mon arrière-grand-mère fut la maîtresse de ton arrière-arrière-grand-père » À la fin de sa vie, Alice évitait de parler du passé avec Bertie, peut-être par douleur, peut-être par respect. Sans statut, sans titre, elle laissa quelque chose de plus puissant, une lignée, et une leçon qui résonne encore au cœur de la royauté britannique. 2 mois après sa mort, son mari George la suivit, affirmant qu'il ne pouvait vivre sans elle, après 56 ans de mariage. Ils furent enterrés côte à côte au cimetière évangélique d'Eli Allori, à Florence.